Puis la journée scientifique de l'an passé a été extrêmement éclairante, je pense, pour toute l'équipe, pour les gens qui étaient présents, pour nous dire, puis nous enseigner ou nous rappeler à quel point les gens qui vivent avec un trouble concomitant santé mentale, un trouble de santé mentale, une toxicomanie, ont non seulement ces deux problématiques-là, mais ont une panoplie d'autres problèmes, une panoplie d'autres facteurs d'adversité, que ce soit lorsqu'ils sont au travail, aux études, la judiciarisation, parfois ces gens qui sont incarcérés, des gens qui parfois n'arrivent pas à rentrer dans le réseau de la santé des services sociaux, qui ont besoin et puis qui sont en contact avec des organismes communautaires qui sont le filet, qui sont là pour ces personnes-là au fil du temps, au fil des années. Et on s'est aperçu à quel point les besoins de ce groupe de personnes qui ont un trouble concomitant sont variés, bien au-delà de leur toxicomanie, bien au-delà de leurs problèmes de santé mentale. Et la journée d'aujourd'hui, c'est finalement un peu le rebond de ce constat-là. En fait, ce constat que pour arriver à mieux servir ces personnes-là, à mieux les aider, il faut que la réponse vienne non seulement, évidemment, du réseau de la santé et des services sociaux, mais doit aussi venir en partenariat avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués auprès de ces personnes-là, non seulement au niveau des organismes communautaires, mais aussi l'ensemble des autres partenaires, que ce soit du milieu de l'éducation, du milieu judiciaire, par exemple, et autres organismes qui sont impliqués auprès de ces personnes-là. Et au menu d'aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut, c'est plonger dans le cœur du sujet. Comment faire pour mieux travailler ensemble? On ne se le cachera pas, puis on va en parler un peu aujourd'hui. Il y a des défis. Ce n'est pas toujours simple de travailler puis de rassembler tous ces acteurs-là pour mieux servir des populations. Mais je pense que ce travail-là est absolument nécessaire, incontournable. Et le but de la journée, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin, de voir comment on peut mieux travailler tout le monde ensemble, comment aller au-delà des différences de culture, et puis trouver des solutions concrètes pour pouvoir aller plus loin et mieux servir ces personnes qui vivent avec un trouble concomitant. Quelles sont des stratégies qu'on peut mobiliser pour soutenir les actions intersectorielles? Si je devais résumer, je dirais qu'il faut mettre sur pied des espaces qui mettent en relation des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Ces espaces vont les amener à prendre du recul par rapport à leur façon de faire et à voir ensemble comment on peut mieux faire. Et ça a été en fait concrétisé en mettant sur pied des communautés stratégiques, dont par exemple le secteur socio-sanitaire, ça a été beaucoup utilisé en Estrie, après ça a été repris dans d'autres régions autour de différentes problématiques. C'est quoi une communauté stratégique? C'est des structures temporaires de collaboration composées d'intervenants de première ligne, donc qui connaissent les problèmes, des milieux institutionnels et communautaires. C'est important aussi d'impliquer les cadres de premier niveau parce qu'ils apportent une perspective organisationnelle. Souvent, on est amené aussi à impliquer les médecins en pratique privée parce qu'il y a toujours un volet médical important. Et le mandat de ces structures, c'est de générer, mettre en pratique et évaluer des idées nouvelles. La communauté stratégique amène les gens vraiment à voir quelles sont les lacunes, par exemple, au niveau de l'organisation des services. Et ce qui aide beaucoup, c'est quand on implique justement des usagers dans la réflexion qui viennent témoigner de leur expérience de service et qui amènent les intervenants à voir quels sont les trous de service, quels sont les trous au niveau de l'accessibilité de service, de la continuité, de la globalité, et les amène ensuite à voir comment est-ce qu'on peut remédier à la situation. Donc la quête de l'intersectorialité, c'est avant tout une quête des individus touchés par les problématiques. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vivent l'intersectorialité. En fait, ils n'ont pas le choix de la vivre, l'intersectorialité. Dès la première, dès leur diagnostic, et peut-être même avant, les patients, les parents, la première chose qu'ils font à partir du moment où ils retrouvent minimalement leurs esprits, c'est qu'ils vont mobiliser des ressources d'à peu près partout et ils deviennent automatiquement des agents intersectoriels. Puis après, tout le petit monde autour essaye de s'organiser à travers leurs silos à eux. Alors, je pense que c'est essentiel aujourd'hui, dans un colloque en 2021, autour de cette thématique-là. On l'a dit aussi sur l'interdisciplinarité, on l'a souvent dit sur la question de la collaboration interprofessionnelle. Le principal agent, le principal levier de la collaboration interprofessionnelle, c'est le patient qui pose des questions ou sa famille qui pose des questions. J'avais 6 ans, comme hémophile, je me rappelle. À partir du moment où je posais une question à mon infirmière, elle allait voir mon physio, elle allait voir mon médecin, puis tout ce petit monde-là se parlait, puis d'un seul coup, ils travaillaient ensemble, parce que j'étais en action. Ou parce que ma famille était en action.
fait la différence aujourd'hui entre une collaboration centrée sur le patient et une collaboration en partenariat avec les patients, c'est qu'une collaboration centrée sur les patients, on va chercher des besoins. Une collaboration en partenariat, on va partager des savoirs. Et la nuance, elle est extrêmement importante parce que induit dans ce constat, c'est le fait de dire qu'on reconnaît qu'effectivement les patients, que leurs familles, que les organismes communautaires, que les personnes qui sont à l'intérieur de nos institutions ont des savoirs qui sont interdépendants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à un résultat sans ces savoirs-là. C'est ça du partenariat, je voulais juste rappeler cette notion-là, parce qu'en ce moment, un des grands défis qu'on a au niveau du déploiement du partenariat, c'est plus de le démontrer, c'est plutôt d'expliquer sa différence, les nuances importantes qu'il doit y avoir avec certaines autres approches qui le précédaient et qui étaient nécessaires en matière d'évolution des philosophies qu'elles le précèdent, mais qui aujourd'hui induisent des éléments importants, notamment cette question de la concentration sur les besoins versus la concentration sur les savoir. Alors, bien entendu, le partenariat, il est avec les patients, il est avec les familles, on peut le voir, il est à un niveau interdisciplinaire, on en a discuté, et j'ai rajouté cette notion au niveau de l'intersectorialité. Et je vous rappellerai que si on parle de partenariat, encore une fois, il ne sera existant que si on considère le patient et sa famille comme des partenaires à part entière de la chose, que ce soit au niveau du soin, que ce soit au niveau de la gouvernance du soin, que ce soit au niveau de l'élaboration des solutions, etc., etc., dans cette optique, et je vais y revenir un peu plus tard, de partage des savoirs, de co-construction. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est les seuls, et le professeur Touati l'a très bien dit, c'est les seuls qui ont une perspective du continuum, dans lequel va s'agréger tous les partenaires. Vous avez une réflexion sur l'intersectorialité sans patient et famille actuellement, vous allez forcément avoir des angles morts. Ce n'est pas de votre faute, ça ne partira pas d'une mauvaise intention, mais vous allez forcément en avoir. Et vous risquez de répéter les mêmes choses, c'est-à-dire de vous reconcentrer sur des choses sur lesquelles vous êtes déjà concentré et reperpétuer des fois des solutions identiques. Donc, le partenariat, c'est de se redonner du souffle en injectant des savoirs qui sont fondamentalement intersectoriels et dont on a besoin pour faire avancer cette réflexion intersectorielle, que ce soit dans le micro-soin ou que ce soit à des niveaux méso et macro. Et c'est encore plus vrai dans un contexte comme des personnes vivant avec des troubles concomitants. Les policiers n'ont pas quitté au départ l'intervention. Donc, ce lien de confiance-là s'est créé au fur et à mesure par des petites discussions, par une compréhension aussi des outils qu'on utilise pour estimer la dangerosité, par exemple. Souvent, cette compréhension-là n'était pas nécessairement là, puis mon Dieu, l'intervention est donc bien longue, mais là, en assistant à une partie avec l'accord de la personne, ben, les policiers se sont rendus compte du travail qui était effectué par les intervenantes plus dans le détail, mais vice-versa aussi, au sens où les intervenantes disaient, mon Dieu, à quel point faut sécuriser les lieux au départ, à quel point je peux pas arriver là. Moi, je suis habituée là, avec, on le sait comment la majorité des intervenants sont. Là, j'arrive là avec mon pack-sac, je vais aller le faire, mon intervention. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait vraiment une complémentarité de ces rôles-là, malgré qu'il y avait une différence au niveau des cultures. Je rajouterais qu'on se sert beaucoup d'interventions qui ont une conclusion positive. C'est-à-dire le renforcement positif de l'intervention, comme celle qu'on vous a décrite, ça, c'en est une, mais il y en a eu des dizaines. Et souvent, quand on va faire nos rencontres d'ordre plus de coordination ou de gestion, on va reprendre ces réalités-là pour dire, regardez,
Avant notre projet, peut-être que ça aurait été de telle façon. C'est sûr et certain que peut-être nos policiers ou policières auraient passé 2 heures, 2 heures et demie sur l'intervention. Là, on a passé 45 minutes, puis on a donné le relais à notre collègue, à notre partenaire, qui, eux, ont complété l'organisation. Puis en plus, la beauté de ça, c'est que la personne n'a pas été transportée à l'hôpital. Elle est restée chez elle et on a pris un engagement que demain, quelqu'un viendrait la voir. Donc, déjà là, ces 3 éléments-là, pour moi, c'est une réussite. C'est-à-dire qu'on a atteint nos objectifs. Et je reviens souvent sur l'ancrage. Comment c'est important pour une personne qui est souffrante que l'ancrage soit positif suite à une intervention policière. Puis il y a peut-être un propos qui m'a touchée, qui est directement en lien avec les bonnes pratiques puis les méthodes qui favorisent l'innovation collaborative. Je vais partager un. Le premier, c'est l'empathie. On a parlé de l'importance, puis la bienveillance. Michel a nommé la notion de bienveillance dans son atelier. Mais dans un processus d'innovation, puis là, je vais reposer sur un processus très documenté dans d'autres secteurs, mais le design collaboratif ou le design thinking. La première étape, avant même de parler de solutions, à des problèmes criants, c'est l'empathie. De prendre le temps de bien définir les besoins, adressés ou non adressés, les problèmes fonctionnels, psychologiques, émotionnels, économiques ou sociétals, avec les multiples parties prenantes, les multiples segments de clientèle. Donc, on a exemple, la population avec troubles concomitants en plein d'autres caractéristiques et besoins. Exemple, s'ils proviennent d'une population plus vulnérable avec un handicap physique ou intellectuel ou qui viennent d'une population plus marginalisée, bien, comment de prendre le temps de façon empathique de bien définir les besoins et la problématique à tous les niveaux dans la santé globale avant de définir le problème, idées sur des solutions, puis ça, je reviendrai sur les processus un peu plus tard. Mais ça, pour moi, c'est pour faire réellement de l'innovation collaborative, il faut prendre le temps de façon, avec humilité, de bien comprendre les besoins et les caractéristiques de nos populations et des parties prenantes qui sont au service de ces populations-là pour réellement développer des solutions innovantes et créatives pour adresser ces besoins-là de façon intersectorielle et collaborative. Ma perspective personnelle, on peut peut-être penser à ajouter l'espace de médiation. Médiation sur... D'abord, on parlait aussi d'espace de dialogue entre des usagers, des proches et des professionnels, mais aussi entre professionnels, entre établissements, entre le communautaire et les établissements, avec les autres partenaires que sont les municipalités, les ministères, etc. Mais créer ces espaces de médiation-là où on ne fait pas juste s'asseoir pour partager, mais on se donne des moyens, des mécanismes, des processus pour trouver des réponses ensemble. Trouver des réponses sur qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre volonté, c'est quoi les valeurs qu'on porte qui nous sont communes, qui sont nos références, quels sont les moyens qu'on va privilégier, quels sont les projets sur lesquels on va travailler. Mais cet esprit de médiation nous permettrait d'aborder, de trouver des éléments de solution sur beaucoup de problématiques qui sont là quand on a la volonté de résoudre ça. Donc, la question qui était posée, c'était la question des faits saillants, mais également la question de quelles solutions pourraient être apportées. Moi, il y a 2 choses qui me semblent très importantes dans mon domaine. C'est la question du niveau local. Une des grandes difficultés à laquelle on est confronté en France dans le cadre de nos politiques publiques, c'est que tout est défini au niveau national. Donc, parfois, ça peut avoir un certain nombre d'avantages. On en a parlé avec Karine récemment sur la question de la gestion du Covid, par exemple, où voilà, le fait qu'il y ait des directives nationales très fortes a été plutôt positif. Mais sur la question des salles de consommation à moindre risque, le fait que les décisions soient prises au niveau national ne favorise pas du tout la collaboration intersectionnelle, alors qu'à l'inverse, dans un pays proche de la France, qui est la Suisse, toutes les décisions sont prises au niveau local. Et donc, au niveau local, la collaboration intersectionnelle en Suisse est très facile entre la police et les acteurs du médico-social qui ont un objectif commun parce que les décisions et les négociations se font au niveau local et donc sont moins bloquées, on va dire, dans des cultures professionnelles différentes. Donc ça, c'est le premier élément, essayer
de penser des solutions au niveau local et d'avoir des leviers au niveau local pour ensuite faire bouger le national. Et le deuxième élément, c'est de créer des espaces de rencontre un peu neutres qui permettent de s'extraire un peu des oppositions dans les cultures professionnelles et donc de créer des espaces de rencontre entre les professionnels qui travaillent dans ces dispositifs, mais sans la présence de leur hiérarchie, pour que là, on soit sur des dialogues plutôt au niveau des individualités et du ressenti des personnes et de la manière dont elles pourraient ensuite construire ensemble, indépendamment des oppositions qui peuvent exister dans leur culture professionnelle et au niveau des enjeux de pouvoir, de trouver comment travailler des solutions collectives. Vous amenez la notion de silo, de ne pas voir le patient ou la personne de façon holistique, tant dans ses besoins de santé physique ou santé mentale ou même santé économique. Je pense qu'un élément clé, c'est qu'il faut qu'il y ait un leadership fort de nos leaders à tous les niveaux de l'organisation, que ça parte du PDG ou d'un chef de département ou d'un regroupement clientèle. Il faut qu'on se dise dans un premier temps, designons nos trajectoires de soins et de services en partant d'une compréhension holistique des besoins des personnes, des patients et de leur famille. Ça, c'est dans un premier temps. Facile à dire, pas facile à faire. Mais je pense que ça commence par là. Deuxièmement, je pense que dans nos structures ou dans les trajectoires de soins qu'on dessine, de faire tomber ces silos-là dans la façon de prendre en charge que ce soit donc, lorsqu'on cartographie l'ensemble des trajectoires du moment où la personne rentre dans une porte jusqu'à son analyse de besoins et l'aiguillage vers les sous-trajectoires qui répondent le mieux à ses besoins, de travailler, des fois, c'est plusieurs équipes qui peuvent répondre à ces besoins-là. Donc, les responsables de ces nombreuses équipes-là qui travaillent ensemble pour designer une trajectoire qui essaye de réduire les silos le plus possible pour que le patient soit pris en charge de façon globale et holistique avec lui. Troisième élément, c'est sûr que nos structures de financement, des fois, créent ces barrières-là, malheureusement. Si on a des budgets attribués pour certains secteurs. Si vous designez, par exemple, vous êtes 3 équipes différentes avec 2 organisations différentes, vous tracez une nouvelle trajectoire de soins, mais les budgets sont basés sur des budgets historiques et non pas sur la valeur créée par votre nouvelle trajectoire. Donc, la structure de financement est un frein également, je pense, à une offre de trajectoire de soins, de services et de vie de façon globale et en partenariat multisectoriel, multi-organisationnel. Pour être sur des indicateurs réalistes et en particulier les indicateurs qu'évoquait Mme Toiti, là, centrés sur la question des trajectoires, c'est de parler aussi de définition partagée des indicateurs. Et donc, je pense que alors, je parle de mon champ d'expertise, mais sur la question, par exemple, des personnes qui consomment des substances psychoactives, je pense que c'est extrêmement important dans la collaboration intersectorielle de ne pas la penser uniquement entre professionnels, mais d'intégrer également les personnes qui ont une expérience de vécu dans la définition des indicateurs qui vont évaluer la performance des actions qui leur sont destinées. Peut-être qu'en guise de synthèse, tout brièvement, on me demandait en moins de 5 minutes de faire une petite mini-synthèse tournée vers l'action. Au final, par quoi on commence encore cette question demain matin? Quelles sont les actions concrètes qu'on souhaite mobiliser chacun dans nos environnements? J'ai retenu vraiment plusieurs idées. Pour moi, il y a peut-être 3 grandes catégories que je souhaite mettre de l'avant aujourd'hui pour terminer la journée. Il y a la question on revient peut-être à l'individu, l'aspect relationnel. Il y a de l'individu au collectif pour il y a une phrase qui m'a aussi marquée ce matin, je ne me rappelle plus qui exactement l'a prononcée, donc je vous en rappellerai, mais cette posture naïve, mais tournée vers le meilleur, donc de chercher à laisser de côté notre cynisme. Pour moi, ça va avec cette question de l'empathie qui a été nommée au tout début.
Comment est-ce que, sur l'aspect relationnel, comment est-ce que dans les différents écueils, défis qu'on vit, comment est-ce qu'on peut créer cette ouverture à l'autre, cet espace de dialogue? Donc, concrètement, est-ce qu'il y a des espaces de dialogue qu'on peut introduire ou est-ce qu'on est en écoute avec les différentes parties prenantes qui incluent des professionnels d'autres formations, d'autres organisations, les pairs, la famille? Comment être vraiment dans une position d'écoute et la question de l'humilité qui est ressortie à plusieurs moments aussi. Pour moi, c'est tout interrelié là, sur cette position d'ouverture et de recherche de solutions à partir d'un espace de dialogue, aller chercher des expertises en médiation, comment on peut créer des conditions facilitantes dans ce dialogue-là. Donc, il y a certainement un élément qui tourne autour de ça. L'autre élément qu'on a beaucoup abordé de différentes manières, c'est vraiment l'expertise des personnes concernées qui souffrent de troubles concomitants, les proches aussi qui sont confrontés à ces situations-là, des personnes qui doivent non seulement être au centre, mais bien faire partie du cercle, qui sont les personnes qui doivent vraiment être mobilisées pour toutes les questions qu'on se pose. Même sur la question des indicateurs, j'y reviendrai, Marie le soulignait tantôt. Donc, comment est-ce qu'on doit mobiliser cette expertise-là de vécu, des proches également, et ce, en mettant en profit la diversité de leur savoir, donc de ne pas les restreindre à une case, mais bien qu'ils soient de façon transversale, toujours présents, et que c'est donc une voie de solution qu'on se questionne dans les différents défis, questions, difficultés, comment ils peuvent être une partie prenante autour de la table, et non plus peut-être au centre, mais plutôt autour avec nous, comment faire avec, plutôt qu'au sujet de. C'est vraiment des thèmes qui sont ressortis de différentes façons, de façon importante. Et la question des indicateurs qui ressort, valoriser, qu'est-ce que c'est performer? Bien, c'est quoi le rétablissement pour ces personnes concernées, justement? Qu'est-ce qui est important? Comment est-ce qu'on peut valoriser mieux que par nombre de dossiers? Donc, comment est-ce qu'on peut lier développer une vision commune, tant avec les financeurs, les gouvernements, nos différents partenaires organisationnels, une vision claire des indicateurs très importants et notamment tout ce travail de concertation qui prend beaucoup de temps. On parlait de ressources en termes de temps, de ressources en termes d'argent, mais il faut pouvoir tracer, documenter tous ces partenariats qui se mettent en place et qui sont importants. Et pour ce faire, bien, on a parlé aussi de développer à la fois des solutions innovantes localement, mais développer une vision commune en termes national pour qu'on puisse vraiment sentir qu'on développe un langage commun autour d'indicateurs de succès qui vont au-delà des indicateurs actuels qui sont très insatisfaisants. Donc, ce serait peut-être une petite synthèse autour des faits qui m'ont marqué. Donc, moi, je trouve ça extrêmement inspirant, puis j'espère que ça va pouvoir peut-être vous stimuler pour échanger avec vos collègues, avec les personnes qui vous consultent autour de solutions à ces défis. Puis ça a été très enrichissant pour moi de réfléchir avec vous sur ces enjeux importants. Un grand merci de votre participation.